Vous êtes sur RMC et BFM TV. Je reçois Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle de 2012. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors faut-il avoir peur de cette vague verte, comme certains journaux l'ont surnommé ce matin, en fait, la progression des partis d'aspiration musulmane au Maghreb, en Tunisie par exemple, où le parti islamique qui se dit modéré, Ennahda est arrivé en tête entre 35 et 40% des voix, on connaîtra les résultats ce soir. Et puis en Libye, où le CNT, le Conseil national de transition, a indiqué hier qu'il voulait appliquer la charia, en tout cas en autorisant la polygamie et en interdisant peut-être le divorce qu'avait accepté, toléré Kadhafi. Alors, Marine Le Pen, faut-il avoir peur de la démocratie, notamment en Tunisie? Tout cela était prévisible tout de même, en tout cas avait été prévu au moins par une seule personne, contre la pensée unique qui se réjouissait béatement de tous ces printemps, sans voir les dangers qui existaient derrière et dont j'avais informé seul, il faut bien le dire. C'est un peu les risques et les enjeux de la démocratie, non? Non, mais pour la Libye, alors prenons le cas de la Libye. La Libye, c'était tout à fait prévisible. Je l'avais dit, on est en train d'armer les islamistes. Et les islamistes les plus durs, puisque Benghazi était le berceau des djihadistes. Et que, comme il s'agit en Libye d'un combat entre tribus, eh bien, il était tout à fait évident que dès leur arrivée au pouvoir, le CNT, qui avait les hommes qui ont été choisis par Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, ce qui voit comme le niveau de la démocratie, de la diplomatie française, allait imposer la charia. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans un processus qui ressemble à tout, permettez-moi, sauf à un processus démocratique, pour deux raisons. D'abord parce que ces gens n'ont pas été élus. Il n'y a pas encore eu d'élection, pour l'instant il y en aura. Ah, donc la première chose qu'ils font, plutôt que de dire qu'ils vont faire des élections, c'est de dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, c'est la charia qui sera la base de tout droit. Ça veut dire que toute loi qui serait contraire à la charia serait nulle et non Ils sont un petit peu revenus sur ces déclarations hier après les réactions de la communauté internationale. Mais monsieur, ils nous baladent. Voilà. Je viens vous le dire ce matin, ils nous baladent. Ils feront très exactement ce qu'ils veulent faire. Nous les avons armés d'ailleurs. Il y a des centaines de milliers d'armes qui se baladent en toute liberté en Libye et maintenant d'ailleurs dans des pays limitrophes. Et ils vont appliquer la charia. Je rappelle tout de même aux téléspectateurs, aux auditeurs, que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 31 juillet 2001, a indiqué qu'elle faisait observer l'incompatibilité du régime démocratique avec les règles de la charia. Ça veut dire que la population civile, que les femmes vont évidemment être les premières victimes de l'application de cette charia. Auriez-vous pour autant laissé ces dizaines de milliers de civils exterminés à Benghazi? Monsieur, c'est un tout petit peu plus compliqué que cela. Vous savez, il n'y a pas que la voie des armes. Je le rappelle tout de même aux Occidentaux, il y a aussi la voie de la diplomatie. On a essayé pendant des années et des années. Non, on n'a pas essayé pendant des années et des années. Monsieur, ça marchait plutôt bien avec monsieur Kadhafi. Il me semblait, moi, que les relations s'étaient beaucoup réchauffées avec le gouvernement français. Il avait été reçu avec le tapis rouge. Moi, monsieur Kadhafi n'était pas un de mes amis. Les relations s'étaient beaucoup réchauffées avec les États-Unis, sur qui les États-Unis se sont donc appuyés pour lutter contre Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre. C'est bien sur monsieur Kadhafi, il me semble. L'Italie s'est appuyée sur monsieur Kadhafi pour limiter les problèmes d'immigration dont il faudra reparler. Parce que si demain la charia est appliquée dans ces conditions probablement les plus dures, il y a des pans entiers de la population civile qui vont en être les victimes. Et pourquoi ne viendrait-elle pas, après tout, en Europe, demander l'asile politique ? Puisque c'est nous qui avons pris la responsabilité de la mise en place de la charia en Libye. De femmes libyennes qui viendraient se réfugier en France? Mais peut-être, oui. Et qu'est-ce que vous feriez d'elle? Effectivement. Mais c'est à Nicolas Sarkozy qu'il faut poser la question. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Non, c'est à Nicolas. Non, c'est d'abord vous poserez la question à Nicolas Sarkozy, d'accord, et après, parce que c'est un peu, parce qu'en l'occurrence c'est un peu facile. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez de ces femmes libyennes qui viendraient frapper à nos portes pour justement échapper peut-être à la charia? Eh bien, je leur dirais que je vais les aider à probablement essayer de mettre en place un système laïque dans leur pays. On ne peut pas accueillir non seulement toute la misère du monde, monsieur. Les gouvernements actuels d'essayer d'aider les Libyens Non mais monsieur, écoutez, moi je veux bien que vous défendiez le gouvernement à ce point, ça me dérange pas. Pas du tout. Non mais ça me dérange pas. Mais monsieur, moi je vous donne un fait fait précis.
Nicolas Sarkozy a joué avec ses petits muscles en expliquant qu'il était quelqu'un de très ferme. D'ailleurs, il avait interdit la burqa en France. Mais moi, ça m'intéresse pas, Nicolas Sarkozy. Je vous parle de vous ce matin. Qu'est-ce que vous faites de ces femmes libyennes qui débarquent puisque vous... Bon, alors, attends, je vais vous le dire, mais laissez-moi aller au bout quand même de mon propos. Nicolas Sarkozy a donc joué de ses petits muscles en expliquant qu'il avait supprimé la burqa en France, ce qui au passage n'est pas vrai. Et l'on vient de dépenser... le port dans les espaces publics. L'on vient de dépenser au bas mot, parce que moi je ne crois pas M. Longuet sur parole, 300 millions d'euros pour mettre en place la charia en Libye. C'est pas encore fait, la mise en place de la charia. Mais c'est fait, monsieur. Ça a été décidé de manière profondément antidémocratique. C'est fait. Considérez que c'est fait. Alors, concrètement, donc vous êtes président de la République, vous avez effectivement... Non, mais je ne peux pas accueillir des gens en France aujourd'hui parce que mon peuple souffre, que j'ai 8 millions de pauvres dont il faut que je me charge, que j'ai 5 millions de chômeurs à qui ma responsabilité m'oblige à trouver un emploi. Alors, si l'on doit accueillir ceux qui sont dans des situations économiques difficiles, ceux qui sont dans des situations sanitaires difficiles, ceux qui se voient privés de leurs droits individuels et des grandes libertés publiques, eh bien nous pouvons nous apprêter à accueillir à peu près la moitié du monde. Nous n'en avons pas les moyens, il faut le dire. En revanche, monsieur, ceux qui ont pris la responsabilité d'en arriver à cette situation, eh bien doivent être tenus, bien sûr, encore une fois, comme responsables, et il faut que les Français en tirent les conséquences. Alors, on parlera évidemment d'économie, de chômage, de vos solutions pour résoudre la crise. Un mot quand même sur la Tunisie, où le parti islamique se dit modéré, Ennahda est arrivé en tête. On ne connaît pas encore les résultats, mais probablement près de 40%. Ça vous inquiète là aussi ou c'est différent? Mais bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? Parce que je me pose la question de savoir pour quel parti ont voté les milliers de manifestants qui ont défilé il y a quelque temps en demandant justement l'instauration de la charia, en expliquant que jamais la Tunisie ne serait un pays laïque, qui sont allés incendier la chaîne de télévision qui a diffusé le film Persépolis, puis ils sont allés incendier le domicile personnel du patron de la chaîne. Pour qui ont-ils voté cela? Voilà. Donc, il y a d'autres partis qui sont représentés dans la constituante tunisienne, des partis modérés, des partis de gauche. On verra quelle est la coalition qui sortira de l'Assemblée. La vraie question n'est pas de savoir si c'est modéré, pas modéré. La vraie question, c'est est-ce qu'ils acceptent un régime laïque ou non? C'est la seule question qui vaille. Est-ce que vous ne voulez pas leur donner cette chance de répondre à cette question eux-mêmes? Je ne peux pas les forcer à répondre. J'attends la réponse. Il y a 100 ans, on a eu le même débat en 1905 avec la loi sur la laïcité, où il y avait des affrontements entre des partis religieux d'inspiration religieuse, des chrétiens, notamment le clergé, et puis les laïcards. Tiens, d'ailleurs, en 1905, Marine Le Pen, vous auriez été du côté d'Aristide Briand ou bien du côté du clergé catholique? Mais monsieur, moi, je suis pour la laïcité. Je suis un défenseur de la laïcité. J'y tiens beaucoup, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je suis évidemment défenseur également des racines chrétiennes de la France. En 1905, vous auriez voté la loi sur la laïcité? Il n'y a qu'un malheur. Vous commettez une erreur d'analyse. C'est que la religion chrétienne est une religion qui est capable de séparer le temporel et le spirituel. C'est-à-dire que c'est peut-être une des seules religions pour laquelle la laïcité est parfaitement compatible. Le problème ils n'étaient pas d'accord il y a un siècle. Le problème de l'islam, non mais ils n'étaient pas d'accord pour des raisons. Bien sûr, mais ils n'étaient pas d'accord pour des raisons de puissance politique. Vous avez voté cette loi en 1905? Oui, enfin, si tant est que l'on puisse se projeter un siècle en arrière. Oui, probablement, je l'aurais voté. Mais je me serais élevé contre la violence avec laquelle elle a été imposée, les spoliations qui l'ont accompagnée, notamment des biens de l'Église. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Donc la laïcité n'est pas quelque chose de naturel. Elle doit être imposée et c'est difficile de l'imposer. Alors, j'attends de voir pour la Tunisie. J'espère bien entendu qu'ils arriveront à mettre en place un système laïque. Mais ce que je vois, c'est qu'en Tunisie, en Égypte, eh bien, pour l'instant, ce que l'on voit monter, c'est la persécution des minorités qui, avant, pouvaient vivre, c'est-à-dire notamment les chrétiens, les coptes, qui aujourd'hui vivent dans la peur et ne pensent qu'à une chose, c'est à fuir ces pays. C'est pas très bon signe. Marine Le Pen, on se retrouve dans un instant. On va parler évidemment de la crise, de l'euro, du chômage, de la dette. À tout de suite. Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Nous sommes avec Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à la présidentielle. On va être très concret. Et maintenant, on fait quoi de l'euro et de notre dette, Marine Le Pen?
Eh bien, on fait un grand sommet avec les pays européens en leur expliquant qu'on ne peut pas continuer à déshabiller Paul pour habiller Pierre, que si on ne change pas notre vision de la situation, on continuera à avoir une croissance qui va s'abaisser au point d'entrer en récession, que du coup nos dettes vont s'aggraver, que nos déficits s'aggraveront et que l'effet domino que j'ai prévu déjà depuis de nombreux mois, eh bien, va s'accélérer. Donc l'euro, on sort de l'euro. Oui, je crois qu'il faut que nous retournions à nos monnaies nationales, en accord, avec un plan prévu, réfléchi, planifié avec nos partenaires européens, parce que l'on voit bien qu'on est entré dans une spirale infernale dont personne n'est capable de nous dire comment l'on peut sortir. On est en train de demander au peuple de faire des sacrifices de plus en plus lourds, les uns après les autres, pour mettre au pot d'une sorte de solidarité des dettes, sauf que tant que c'est la Grèce, ça va, c'est un tout petit pays. Quand c'est l'Italie, c'est plus compliqué. Ou l'Espagne. Et c'est pas plus compliqué, c'est impossible. Voilà. Alors on sort de l'euro, vous sortez de l'euro, donc mon litre d'essence vaut toujours, il c'est plus 1,50 €, c'est 1,50 €, c'est nouveau franc. Mais demain, je vais dévaluer, vous allez dévaluer tout de suite, puisque l'idée c'est quand même de se réajuster un petit peu les parités par rapport à notre économie. Donc demain, il est à 2 €, 2 francs mon litre d'essence. Non. Il n'est pas à 2 € 2 francs, parce que en l'occurrence, le prix de l'essence, il y a 60% de taxes. Donc en réalité, la dévaluation. Vous pouvez pas baisser les taxes, on n'a pas assez de recettes fiscales. Non, mais la dévaluation, elle va pas porter sur les taxes, elle va porter uniquement sur le prix de l'importation. Donc en réalité, ça fait une augmentation de 5% du litre d'essence. Mais comme je l'avais dit, parce que je suis attentif. Mon écran plat. Excusez-moi, je suis attentif au pouvoir d'achat. Excusez-moi, je suis attentif au pouvoir d'achat. Moi, j'avais dit qu'il fallait baisser les taxes et demander la compensation par les grandes compagnies pétrolières et gazières. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, parce que sinon ils comprennent pas, si on prend les problèmes, si vous voulez. On comprend qu'on aura une monnaie faible du jour au lendemain. Si on prend un petit bout, mais ça n'a pas de sens. En termes de prix, ça n'a pas de sens, une monnaie faible, monsieur. On importe beaucoup notre de produits, monnaie est trop forte. Voilà. Elle plombe nos exportations. Elle détruit notre croissance. Oui, bien sûr, elle détruit notre croissance, elle pousse les entreprises à délocaliser, elle crée le chômage. La Suisse vient de dévaluer, parce qu'une monnaie trop forte, c'est très mauvais pour une économie. Il faut donc, effectivement, dévaluer. Or, on ne peut pas dévaluer l'euro, parce que les inconscients... Non, mais vous avez compris, mais peut-être tout le monde n'a pas compris. Donc, les inconscients qui ont constitué l'euro nous interdisent de dévaluer. On ne dévalue plus, alors, il faut dévaluer. Pour retrouver de l'oxygène, mais on relancer tout notre économie. Des produits qu'on importe. J'ai donné l'exemple de l'essence, mais c'est vrai aussi des produits de consommation, comme les télés, comme les textiles. Oui, mais monsieur, tout va flamber d'un coup. Non, pas flamber, monsieur. Restons raisonnables. En Suisse, rien n'a flambé. Non, restons raisonnables. La Grande-Bretagne vient de dévaluer, ça n'a pas flambé. Nous sommes en période plutôt de déflation que d'inflation pour l'instant. Donc rien ne flambera. Peut-être quelques produits seront plus chers, certes, mais il y a plus de gens qui auront un travail pour les acheter. Parce que vous voyez, le problème, c'est que même si ça augmente un peu, le chômeur, lui, de toute façon, il peut pas acheter quel que soit le prix. Donc tant qu'on ne sortira pas de cette vision qui consiste à dire qu'on accepte le chômage, qu'on accepte l'absence de croissance, on ne sortira pas de ce problème. Moi, j'entends beaucoup parler de dette. J'entends beaucoup parler de déficit. Mais je n'entends pas parler de croissance et d'emploi. Or, il est là le nœud du problème. D'accord, on a compris pour l'euro, pour la dette. Qu'est-ce qu'on fait de notre dette? Parce qu'elle aussi, elle va flamber pour reprendre. Mais non, monsieur, elle ne flambera pas. Mais pourquoi flamberait-elle? Parce qu'on a une dette en euros du jour au lendemain. Mais il n'y aura plus d'euros, monsieur. Il faudra qu'on la rembourse en francs dévalués. On le remboursera, puisque 1 franc égale 1 euro, on la remboursera. Le jour J, mais le jour J plus 1, de la même manière. 1 franc vaut beaucoup moins qu'un euro, vous le savez. Monsieur, nous ne créons plus de croissance. Il faut que les Français comprennent cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en place les mesures protectionnistes qu'on aurait dû mettre en place. Parce qu'on est en train d'écraser les PME, les PMI de taxes. Parce qu'on est en train de bloquer l'économie, monsieur. Les taux d'intérêt vont aussi augmenter. Pour recréer... Notre dette sera plus chère à rembourser. Mais non, monsieur. Vous savez que ceux qui nous prêtent, ce sont les investisseurs internationaux. Mais vous savez aussi, si vous avez lu mon programme, que je veux sortir du monopole des marchés. Je veux permettre à la Banque de France de prêter au Trésor sans intérêt, comme c'était le cas avant la loi de 1973. Non, monsieur. Pourquoi pas? Certains économistes prônent mais non, monsieur, ça n'est pas le cas. Surtout, je sors du monopole des marchés. Donc les marchés auront beaucoup moins de puissance et moins de pression sur moi, puisque j'aurai une autre source de financement. On peut vivre tout seul dans un pays replié sur lui-même. Monsieur, comme 95% des nations qui ont leur banque centrale, qui ont leur monnaie, qui peuvent varier sur leur justement. Ce sont des continents, c'est les nations dont vous parlez de la Chine, vous parlez des États-Unis, vous parlez du Brésil, c'est les nations continents. 95% des pays du monde, c'est pas uniquement la Chine et les États-Unis. Il y a des pays plus petits que nous, des pays moins riches que nous, des pays plus grands que nous, des pays plus riches que nous. Il y a toutes les sortes de pays qui ont leur
leur monnaie. Bon, or, ça leur permet d'adapter leur monnaie à leur économie pour pouvoir justement être compétitifs. Parce que si on ne peut pas agir sur la monnaie, eh bien à ce moment-là, il faut agir sur les salaires en les baissant, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Il faut agir sur le système de protection sociale en le détruisant, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Et ce qui est fait à la Grèce aujourd'hui, eh bien sera appliqué demain au Portugal, à l'Italie et évidemment à la France. Je ne veux pas retourner à l'âge de pierre économique. Et pour cela, je crois très sincèrement qu'il faut sortir de cette spirale infernale dont on a bien vu que les résultats sont catastrophiques. Merci Marine Le Pen, on aura l'occasion d'explorer votre programme économique dans les prochains mois. Merci à vous.